Bonjour Monsieur Blanc-Cardassac. Bonjour Diane. Bon, je dirais pas bonjour à Eric et à Jean parce qu'ils sont pas là. Jean était trop fatigué après ses gardes, donc il m'a envoyé un SMS tout à l'heure pour dire qu'il serait pas avec nous. Donc il est allé dormir. Quant à Jean, il subit les conséquences de l'agression policière qu'il a eue lors de la manifestation de... C'était samedi dernier. Oui, du 1er C'était décembre. ou c'était non, c'était le premier samedi ou le Ouais. deuxième samedi. Je crois le deuxième samedi où on lui a tiré à bout portant un flashball dans la figure et fracture de la mâchoire. Donc il n'est pas en très très bon état. Bon, il n'y a pas de danger de mort. Heureusement, ça va. La cervelle, ça va aussi. Mais voilà. D'ailleurs, à ce sujet, que pensez-vous du coup des Gilets jaunes? Eh bien Parce que justement, Jean, on va y venir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, alors, il y a d'une part les faits que l'on peut connaître par l'intermédiaire des informations. Bon, par la masse impressionnante de gens, fortement minimisés par les pouvoirs publics, puisque vraiment les chiffres qu'ils donnent, c'est se moquer du monde. C'est encore pire que pour le manif pour tous. Et on a des chiffres de policiers qui disent totalement le contraire, notamment pour la deuxième manifestation, ils disaient qu'il y avait eu plus d'1 million. Tout de même. ça fait un sacré écart avec ce que Ça disent, fait un sacré carat. Alors, dans ce contexte-là, il faut remarquer que notre cher Bernard-Henri Lévy disait que la manifestation des Gilets jaunes, c'était un échec. Ouais. Et voilà, bon, des choses comme ça. Il y a aussi le syndicat de police Vigie qui a déposé un préavis de grève illimité à partir du 8 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc c'est intéressant tout ça parce que ça montre tout de même qu'il y a une partie de la police qui a franchement pas envie de se battre pour le pouvoir, qui à chaque fois les trahit, puisque chaque fois qu'ils sont agressés par des islamistes ou des trucs des banlieues, le pouvoir les lâche. ils les envoient comme de la chair à Ils canon. comme de la chair à canon, exactement. Donc c'est intéressant, il serait temps que la police se rende compte que le pouvoir est contre la police, que la police n'a d'intérêt pour le pouvoir que pour matraquer les Français. Bon, ça c'est une première chose que je voulais dire. Alors, dans le contexte de la révolte des Gilets jaunes, je voudrais, et j'espère que cet entretien sera entendu par nombre d'entre eux, parce que ça leur apportera des éléments supplémentaires à leur révolte. Parce qu'en fait, c'est une révolte plus ou moins instinctive. Ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois, mais il faudrait qu'ils comprennent ce que fait le pouvoir pendant le temps où ils crèvent de faim. Alors, quelques données que j'ai rassemblées. Le budget de l'État pour l'intégration et l'accueil des réfugiés augmente de 200 millions d'euros. Car selon le ministère de l'Intérieur, il y a un redimensionnage de la politique d'intégration. Donc on va en accueillir encore davantage. Et qui va payer? Les petits Français. Bon. Autre information du quotidien 20 minutes, le budget consacré à la mission Immigration, Asile, Intégration atteindra 1,58 milliard d'euros en 2019. Soit 200 millions d'euros de plus qu'en 2018. Tout ça au détriment des Français, qui vont payer. Donc le budget de l'État, pour cela, va avoir une augmentation de 40%. De même, à l'horizon 2020, l'État prévoit l'hébergement de 86% des demandeurs d'asile. Encore une fois, augmentation, augmentation, augmentation. Et qui va payer? Les Français. Alors, chiffre officiel, près de 100 000 personnes ont demandé l'asile en France. Je dis bien chiffre officiel. Alors, on sait très bien que c'est beaucoup plus déjà du temps de Sarkozy. Augmenté par Hollande, augmenté par Macron, puisque la projection pour 2009 montre une très nette augmentation.
Et alors, pour parfaire cela, le gouvernement entend également réduire les délais de demande d'asile à 60 jours. Donc, on va faciliter encore plus et l'accueil, et l'accueil, et l'accueil. Et donc, pour faciliter le travail, on va créer de nouveaux postes. Donc, on va créer des fonctionnaires nouveaux pour traiter ce problème-là, pour accélérer. Donc, etc., etc., etc. Alors, Les gilets jaunes ne sont pas dupes que l'argent... j'espère qu'ils ne sont pas dupes, pour ils n'ont l'immigration. peut-être pas les chiffres aussi. Bon, enfin, il est toujours bon de répéter, répéter, répéter pour faire ça. Et alors, entre-temps, que fait le couple élyséen? Alors, rappelez-vous qu'il y a quelques 8 mois ou 1 an maintenant, ils avaient décidé de changer la vaisselle de l'Élysée. Je crois qu'il y en avait pour 700 millions d'euros. Je crois bien que c'était ça. 700 millions, peut-être pas. 700 000. 700 000, qui est déjà une belle somme. 700 000 euros. 700 000 euros. 700 000 euros, oui, non, pardon. Vous avez tout à fait raison. Et en plus de ça, le service qu'on a pu voir sur Internet était absolument sinistre, affreux par rapport aux beaux services qui existent à l'Élysée habituellement. Et puis, bon, donc 700 000 euros, comme vous avez bien corrigé. Et puis aujourd'hui, un coût supplémentaire de 600 000 euros pour changer la moquette de l'Élysée, redécorer le salon d'apparat, etc., pour enlever les dorures, pour en faire quoi? Pour en faire un espace d'accueil. Alors, petite question, accueil à qui? Aux migrants ou aux gilets jaunes? Non mais, j'aimerais avoir le couple devant moi et un fouet. Oh, ils aimeraient ça. Et un fouet. En pire de ça, vous avez raison. Non, en plus de ça, ils risquent d'aimer ça. Donc non, il vaut mieux les diriger directement à la guillotine. Oui, enfin, on plaisante, mais c'est tout de même, c'est sinistre. Alors, comment voulez-vous que l'État puisse faire face aux besoins des Français, puisque pour payer toutes les dépenses que fait cet État, à commencer par le sommet de l'État, le couple présidentiel, dépense l'argent des Français à tout va. Et c'est ça que je voudrais que ceux qui écouteront cet entretien, un petit peu décalé, parce qu'évidemment il y a le temps de la mise en ligne, comprennent et diffusent autour d'eux. Il faut que les Français sachent où va leur argent. Et alors, donc, je crois que la question implicite à cela qui m'est souvent posée ces derniers temps, est-ce la fin de Macron? Alors, je dirais oui, parce que je ne vois pas comment, à moins que le mouvement s'effondre brusquement, je ne vois pas comment il va pouvoir survivre. Est-ce qu'ils ne veulent pas tenter un remaniement, quelque chose comme ça? Alors là, bon, ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement, bon, on peut en parler maintenant. Alors, il y a une hypothèse là, effectivement, c'est que j'ai vu dernièrement certaines déclarations concernant le général de Villiers, Pierre de Villiers, auquel on fait une pub effrénée à la publication de son dernier livre. Et d'ailleurs, il y a eu un gilet jaune, je voudrais bien savoir s'il était si jaune que ça, d'ailleurs, ce gilet, prenant justement l'appel au général de Villiers pour mettre les choses en place. Alors, le général de Villiers, je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Oui, bah on peut la question juste après, mais oui. Il aurait dit... Et alors, il y a aussi le général Tauzin qui appelle au calme, bien entendu, au calme, il ne faut surtout pas faire bobo à la République, etc., etc. Donc, il ne faut pas compter sur l'armée, en tout cas sur les hauts gradés, pour quoi que ce soit. Que penser de cette information selon laquelle la France est en tête de la pression fiscale en Europe? On pourrait dire même dans le monde. C'est une chose qui est connue déjà depuis très longtemps, effectivement, c'est le pays d'Europe où la fiscalité est la pire. Et alors, justement, encore une fois, que devient l'argent des Français? Donc, l'État, c'est la traite de la vache à lait, clac, 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 jusqu'au moment où la vache est complètement efflanquée, elle n'a plus de lait et elle va crever. C'est à ça qu'on est en train d'assister. Pourquoi? Où va cet argent qui est pompé aux Français année après année, gouvernement après gouvernement?
dans des droits que les Français n'ont même pas. Par exemple, l'AME qui sert Mais à bien soigner entendu, les clandestins. je sais qu'il y a une autre question d'ailleurs qui va venir Question. parce que c'est un de nos correspondants qui a posé la question, très justement, qui a fait observer ce qui se passait. Donc je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Donc les promesses de l'État de changer le moratoire en suppression totale pour l'année 2019, vous n'y C'est ce croyez mot qui lui manque. C'est ce mot qui lui manque parce qu'en fait ils ont changé le mot moratoire de 6 mois pour suspension pour l'année 2009. 2019. Bon, 2019. Ce qui ne veut pas dire qu'en 2020, ils ne vont pas la remettre. Ou même avant. Bien sûr. Ou même avant. Parce que qui nous garantit qu'ils vont vraiment tenir parole? Connaissez la formule de Charles Pasqua. La promesse n'engage que ceux qui y croient. Donc voilà. Donc, je crois qu'il faut que le mouvement continue, qu'il s'organise en vue du renversement de ce système. Il n'y a pas d'autre porte de sortie. Il faut renverser ce système. Je crois que Trahir les Français. C'est l'objectif des Gilets jaunes aujourd'hui, il me semble. Ah, je pense que de plus en plus sont conscients de la nécessité. Sus à l'Élysée, apparemment. Ah oui, tout à fait. Et puis les cris, les inscriptions, des Macron démission, etc., etc. Mais il n'y a pas que Macron, c'est tout le système qui doit démissionner. Le système ne doit pas démissionner, mais c'est le système qu'il faut mettre dehors. Mais d'ailleurs, les Gilets jaunes, au sujet du système, remettent totalement en cause le BFM TV, les médias, ils n'y croient plus à l'information. Alors c'est très intéressant, d'ailleurs, faites allusion à BFM TV, c'est que j'ai vu qu'Elisabeth Lévy s'est fendue d'un petit communiqué disant qu'il n'était pas question de travestir la vérité, qu'ils étaient là pour donner les faits, simplement les faits, etc. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à prendre peur. Or, BFM TV, c'est quoi? C'est la chaîne de Patrick Drahi, qui a été un des soutiens de Macron pour son élection à la présidentielle. Donc ces gens-là prennent peur. Bon, alors c'est très bien qu'ils commencent à prendre peur, mais c'est pas suffisant. Il faut les renverser. Question sur Philippe de Villiers. Dans ce contexte, que pensez-vous de cette dernière déclaration du général Philippe de Villiers à Nicolas Bétou le 26 novembre dernier? Je partage l'avis du président quand il dit n'avoir pas réussi à réconcilier les Français avec leurs dirigeants. Alors, bon, c'est vrai, c'est une évidence, mais ce qui m'interpelle dans cette déclaration du général Pierre de Villiers, c'est que en fait, sous une forme quelque peu ambiguë quand même, c'est un appui à Macron. Il partage son avis. Il partage, il est très ambigu. Et donc vraiment, je n'ai aucune confiance dans le général Pierre de Villiers. Qui est parti se vendre à l'étranger d'ailleurs. Voilà, vous me coupez la parole. Vous avez tout à fait raison, il est allé se vendre au Boston Consulting Company ou un truc comme ça. Et donc c'est pas sur lui. Alors en plus de ça, on sait très bien que le général de Villiers est très sioniste. Rappelez-vous l'appel du pied que lui avait fait Zemmour, au moment où Zemmour avait publié un quinquennat pour rien, où il était question que l'armée française s'appuie sur les conseils de Tsahal pour remettre de l'ordre en France. Bon, je regrette beaucoup, on n'a pas besoin de Tsahal. Si on veut remettre de l'ordre en France, c'est pas en s'appuyant sur l'élément juif qui nous a amené l'immigration, invasion et les banlieues qui en ont découlé qu'on veut régler le problème. Et encore une fois, il faut remonter à la véritable cause. Donc vous voyez, c'est toujours la duplicité de ces gens-là. Ah oui, il faut remettre de l'ordre en France parce que, ah oui, on commence à avoir peur tout de même. Enfin, les Juifs commencent à avoir peur. Ah oui, n'empêche que c'est leur intelligentsia qui a poussé à cette situation. Donc c'est pas en s'appuyant sur eux, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est la politique de Gribouille. Gribouille, c'était qui? C'était un malheureux, une comtesse de Ségur, etc., qui pour pas être mouillé, se jetait dans les temps à côté. Ben voilà. Eh bien, ceux qui disent qu'il faut s'allier à Israël pour nous sauver de l'islam, ils se jettent dans les bras de ceux qui nous ont amené l'islam. On en parle un peu plus tard, mais c'est d'ailleurs toute la technique de Zemmour. Ah ben je le répète tout à l'heure, s'il y a d'autres questions là-dessus, il n'y a aucun problème. Sans doute avez-vous apprécié que le chef d'état-major des armées et de l'armée de terre, en concertation avec la ministre des Armées, ait décidé de ne plus utiliser ce nom de la promotion 2016-2019 de l'école militaire nommée
de Saint-Cyr, oui, nommé général Loustono-Laco. Loustono-Laco, exactement. Qu'est-ce que j'en pense? C'est ça. Oui, bah, oui, vous avez dû apprécier. Ah, j'ai apprécié à sa juste valeur. Alors, le général Loustono-Laco, qui était-ce? Bon, c'était un militaire qui avait fait les deux guerres mondiales, malheureusement, qui avait été résistant et qui avait été interné à Mauthausen. Donc, en principe, il devrait avoir les faveurs du pouvoir. Ah oui, mais en même temps, il était antisémite. Et il avait défendu Pétain, je crois. Et il avait défendu Philippe Pétain en plus de ça. Donc vous comprenez bien que dans l'armée d'aujourd'hui, avec nos valeureux généraux Villiers, Tauzin et compagnie, certes à la retraite, ce n'est pas défendable. Donc exit Loustono-Laco. Alors, bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais une chose qui m'a franchement fait éclater de rire, c'était hier soir, j'ai lu un message que j'ai reçu, c'est une information toute récente. C'est que Marion Maréchal avait proposé que l'on choisisse un nom pour sa couvée de l'année de formation des élites de demain, entre guillemets. Alors, il y a eu un référendum interne, et savez-vous qui ils ont choisi? Loustono-Laco. Oh, bon. Alors, non, si je tiens à insister sur ce point, c'est qu'en fait, les gens de son clan, Marion Maréchal, Hauck, signalé ça, ont choisi un militaire répudié par l'armée d'aujourd'hui pour cause d'antisémitisme, alors qu'elle est philo-sioniste. Mais peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. On y reviendra. Lors des commémorations du 11 novembre, Macron a dit « Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme ». Que pensez-vous de cette phrase? Bon, déjà, c'est un analphabète parce qu'il ne sait pas faire la différence entre l'un et l'autre. Certes, il y a une différence. Alors, bon, il faut rappeler aussi que Macron est l'individu qui a dit il y a peu que le nationalisme, c'était enfin, il a parlé de la lèpre du nationalisme. Oui. Alors, effectivement, il faut tout de même bien faire une distinction entre patriotisme et nationalisme, et ça, je l'ai fait dans mon livre, Le nationalisme français. Le patriotisme français, en fait, s'attache à la défense de la terre des pères. Et on va voir l'importance que ce concept a eu dans la façon dont les Français se sont partagés au moment de la dernière guerre mondiale, après la débâcle de 40, ceux qui sont restés fidèles au maréchal Pétain et ceux qui ont rejoint De Gaulle dans la résistance. Ils ont réagi sentimentalement face à l'occupation du territoire. Dans le patriotisme, la terre des pères. Et ils ne se rendaient pas compte que si la terre des pères avait été occupée par le Troisième Reich, c'était parce que toute la politique de la Troisième République avait consisté à désarmer les Français, à désarmer la France. Donc, première responsabilité, là encore, il faut remonter aux causes. Par contre, le nationalisme, et les nationalistes à l'époque, justement, avaient rallié le maréchal Pétain parce qu'ils avaient compris, eux, que si la France avait été liquidée d'une façon invraisemblable par les armées du Troisième Reich, c'était parce qu'il y avait eu au préalable une invasion intellectuelle qui avait démobilisé le pays, et notamment l'armée, puisqu'il n'y a plus de crédit militaire. Les seules armes valables avaient été envoyées par la Troisième République du Front populaire par Léon Blum, par le juif Léon Blum, au Rouge en Espagne, pour combattre les nationalistes de Franco. Donc il est évident qu'il y a une différence entre patriotisme et nationalisme. Normalement, les deux devraient marcher ensemble parce qu'ils sont complémentaires. Mais il y a des événements qui font que, par réaction sentimentale, certains choisissent sans comprendre quelle est la cause de l'invasion de la nation. Donc, ceux qui veulent approfondir le sujet n'ont qu'à lire mon livre « Le nationalisme français ». Or, tout ça, bien entendu, passe au-dessus de la tête du petit Macron, qui est d'une inculture invraisemblable. Rappelez-vous comment,
et là je ne comprends pas ce qui lui est arrivé, il a voulu quand même honorer Philippe Pétain comme chef de guerre de la Première Guerre mondiale, ce qui est normal. Il ne savait pas ce qu'il allait lui tomber sur le crâne, ce qui montre son imbécilité. Mais ce qui montre aussi son inculture, c'est qu'il l'appelait le maréchal Pétain. Or, Pétain, à l'époque, était général. Donc, c'est un inculte. Et un inculte à la tête de l'Élysée, indépendamment du reste du fond de sa politique, c'est dangereux. Le texte sur la loi Pacte, approuvé en première lecture à l'Assemblée nationale début octobre, autorise la privatisation de ADP, ex-Aéroport de Paris, la Française des Jeux et Engie, ex-GDF Suez. Ce que j'en pense, Oui. ce que j'en pense, c'est que ça va toujours dans la même ligne de Macron, de déposséder la France de ces éléments qui devraient tout de même rester entre les mains des Français. Rappelez-vous que ça a commencé avec lui quand il était ministre des Finances, avec la liquidation d'Alstom, qu'il a bradé aux Américains. En plus de ça, les Américains n'ont même pas tenu leur parole quant au maintien des effectifs d'Alstom. Donc voilà, cet homme, c'est l'homme du mondialisme, c'est le crétin utile pour les mondialistes. Petit soldat du mondialisme qui fait ce qu'on lui dit de faire. Il fait bien le job. Oui, il fait très bien le job. Et pour en revenir, excusez-moi, sur la différence entre patriotisme et nationalisme, est-ce qu'on peut dire que par patriotisme, on peut être antinational finalement? Tomber dans ce piège-là, bravo Diane, c'est de ça qu'a résulté justement l'attitude de ces braves nationaux, même monarchistes, puisqu'il y a eu tout de même un certain nombre de monarchistes de l'Action française qui ont rejoint la résistance, donc, dont Étienne d'Ors, entre autres, par patriotisme mal compris. Ils n'ont pas compris, et finalement, leur action a abouti à quoi? A abouti au triomphe de ceux qui étaient le causeur des Blacks de 40, qui avaient fui en Angleterre ou aux États-Unis, qui sont revenus avec les lobbies dont nous avons la politique aujourd'hui. Et vous avez parfaitement raison en disant que le patriotisme mal compris peut aboutir à une politique au retour de gens qui ne veulent que détruire la France. Donc bravo aux monarchistes de l'époque. Et en plus de ça, Charles Maurras est toujours resté fidèle au maréchal Pétain. Donc ce sont vraiment des gens qui ont réagi émotionnellement sans comprendre quelle était l'origine des problèmes. Et comment expliquer que depuis la Révolution française, il n'y ait jamais eu d'occasion gagnée, comme là on est dans le mouvement des Gilets jaunes, mais qu'il n'y ait jamais eu de retour possible finalement? Est-ce que c'est justement par ce piège-là? C'est par ce piège-là, et c'est pour une raison très simple. Vous savez très bien quelle est la formule que j'utilise: infiltration, neutralisation, déviation. Il y a eu de nombreuses occasions manquées parce que le pouvoir, le système si vous préférez, a su mettre en place dans les mouvements dits de résistance, pas de résistance parce que ça prête à la confusion, dite d'opposition au système, des gens à eux. Prenez par exemple le 6 février 1934. Il y avait un groupement qui était tout de même très important qui s'appelait les Croix de Feu. Justement, parlons du 6 février 1934, ça en est en pleine actualité, puisque ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement une reproduction de ce qu'il s'est passé le 6 février 1934. C'est-à-dire des Français ruinés, à l'époque ils avaient été ruinés par l'escroc juif Stavisky. Ils étaient descendus par dizaines de milliers manifestés devant l'Assemblée nationale. Le pouvoir a pris peur et a fait tirer dessus. Ils ont réglé le problème. Par la force, comme ils l'ont fait toujours. C'est ce que je crains qu'il pourrait arriver un de ces jours ici. Donc, tout de même bon de rappeler ça. Donc, pourquoi est-ce que je rappelle le 6 février et je rappelle le rôle des Croix de Feu qui justement n'ont joué aucun rôle, alors qu'ils auraient dû être là, c'était le principal mouvement d'opposition à l'époque. Parce que le colonel de Larocque, encore un militaire, était stipendié par le ministère de l'Intérieur.
Donc la grande astuce de nos ennemis, et c'est ça que je voudrais que les gilets jaunes les plus conscients comprennent, le pouvoir, quand il se rend compte qu'il y a quelque chose de dangereux qui commence à émerger, essaye d'infiltrer ces hommes. Pour infiltration, neutralisation, déviation. C'est vrai sur le plan politique, c'est vrai sur le plan religieux. Regardez ce qui s'est passé dans l'Église, regardez ce qui s'est passé dans la fraternité Saint-Pilice. Le point d'émergence de ces mouvements, c'est une chose, le point d'aboutissement et l'évolution, c'en est une autre. Pour la même raison, infiltration, neutralisation, déviation. Oui, il va certainement se passer la même chose avec les gilets jaunes. Il y aura Ah mais c'est certain. des porte-paroles. D'ailleurs, on commence à vous dire les gilets jaunes libres, je crois. Oui, dès qu'il y a libre. Ceux-là, oui, libres quoi, libres penseurs. Oui, c'est ça. Ceux qui sont accueillis dans les médias et à l'Élysée. Donc la République gouverne mal, mais se défend bien. Mais justement, alors ça, c'est très, vous avez raison de rappeler ce mot de Maurras. Et en fait, il l'a sorti après le 6 février 1934, quand il y a eu ce massacre de ces malheureux Français qui protestaient contre leur ruine à cause de cet escroc juif. Donc, encore une fois, la République protégeait l'escroc juif contre les Français. On s'en sortira jamais, ce sera toujours le même. Ah ben si on continue à se faire manipuler comme ça de l'intérieur, bah, c'est pour ça que quand j'ai créé ma structure des cercles nationalistes, j'ai créé ça d'une façon totalement différente. C'est pas un mouvement. On ne peut pas infiltrer. Ou alors si on infiltre une cellule, ça s'arrête là. C'est impalpable. Et le nombre de gens disent « Ah oui, je voudrais bien intégrer, etc. » Oui, mon petit peu. C'est toi qui fais ta propre cellule. Donc, incommunicable. Personne ne sait combien ils sont. Avec la loi Chiappa qui vient d'être votée, la PMA sera remboursée pour les lesbiennes et femmes célibataires. Est-ce que vous avez un commentaire à ce sujet? Bon, d'une part, que tout ce qui est fait pour démoraliser la France est fait, bien entendu. En plus de ça, il y a trop d'argent dans les caisses de la République, puisqu'il va falloir sortir de l'argent pour ça. J'ai vu d'ailleurs dernièrement cette Marlène Schiappa sur BFM TV. Elle était avec François de Rugy, l'actuel ministre de l'écologie, face à des gilets jaunes bien gentils, mais même eux, même bien gentils, ils ont quand même dit que les manifestations se poursuivraient. Mais il fallait voir la hargne de la Marlène Schiappa. Une tête à claque, vraiment une tête à claque. Oui. Les doutes que j'ai sur ses origines se sont trouvés confirmés. Bon, une de plus. Schiappa, Shapiro, pas besoin de vous faire un dessin. Estrosi, qui est personnellement pour l'extension de la PMA, a jugé terrifiant les propos de Laurent Wauquiez en liant PMA et eugénisme nazi. Qu'en dites-vous? Alors, oui, ce petit Estrosi, il est de tous les mauvais coups. C'est bon, il fait toujours partie des Républicains, et chaque fois qu'il peut, bon, il est du même type que les Raffarins, il est du même type que les Juppé, il est du même type que la Pécresse, etc. Ce sont des libéraux qui font semblant d'être des gens de droite, mais qui font la politique. Et alors, sur l'immigration, on ne les entend pas beaucoup. Et il se passe pour Wauquiez ce qui s'est passé pour Fillon. C'est ce même clan, j'oubliais Bertrand aussi, c'est ce même clan qui est à la fois libéral et pour certains d'entre eux franc-maçon, dont Bertrand, dont Raffarin, qui joue contre celui qui essaye de droitiser plus ou moins les républicains. Donc il arrive à Wauquiez actuellement exactement la même chose qui est arrivée à Fillon. Ils vont tout faire pour l'empêcher de gagner, ce qui permettrait tout de même d'améliorer un petit peu les choses. Ça, on verra la suite. Alors Sarkozy, à ce sujet, d'ailleurs, n'aime pas Wauquiez, et lors de ses rendez-vous, il n'oublie jamais d'allumer Laurent Wauquiez, écrivait le Canard enchaîné le 26 septembre. Il juge que le président des Républicains n'est pas à la hauteur et lui reproche, entre autres, de ne pas vouloir être tête de liste aux élections européennes de mai 2019.
Je cite Sarkozy, « Wauquiez doit mener le combat, car quand on est chef, il faut le montrer », estime l'ex-chef d'État. C'est quand même ironique. Ah, c'est très ironique, c'est tout sauf amical, ça. Alors, la réponse de Wauquiez est intéressante, parce qu'il a répondu « Non, 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 je ne vais pas y aller, parce que c'est ça que voudrait Sarkozy. Il veut que je me plante aux européennes, parce qu'il est évident, avec le clan républicain qui est contre lui, ça m'étonnerait qu'il arrive à faire un très bon score. Et donc, il attend que je me plante aux européennes pour apparaître, lui, comme le véritable meneur des républicains. Et donc, je ne vais pas y aller, je ne vais pas lui faire ce petit plaisir. Donc, j'ai tout de même apprécié la réponse de Wauquiez. C'est tout à fait ça, il a compris qui il avait en face de lui. Perspicace. Autre personnage politique, Dupont-Aignan. Que pensez-vous de sa déclaration sur LCI? C'est le parti de l'étranger qui gouverne. Macron, c'est le parti de l'étranger. Ben, je ne peux qu'applaudir. J'avoue que ça m'a un petit peu surpris de sa part, parce que je n'ai pas une très très haute estime de lui jusqu'à présent. D'une part, qu'il est archi-gaulliste, qu'il n'a toujours pas compris ce qui était De Gaulle, etc. Bon républicain. Mais s'il commence à dire que parti de l'étranger, ça c'est un vocabulaire des nationalistes. Un vocabulaire nationaliste. Et ce que j'ai vu aussi avec intérêt, c'est que Castaner, ministre de l'Intérieur, le poursuit pour ses propos. On n'a pas le droit de dire ça? On n'a pas le droit de dire ça. La vérité. Mais nous sommes en liberté, Diane. Bon, évidemment. Alors d'ailleurs, Dupont-Aignan, qui lui est l'un des seuls à soutenir les Gilets jaunes. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, j'ai regretté une chose à la part de Wauquiez, c'est qu'on l'a questionné s'il n'avait jamais endossé le gilet jaune. Alors, ou bien il a des oublis, ou bien il a fait une belette parce qu'il a dit non, non, je n'ai jamais enfilé. Il y a une photo de lui qui le montre en gilet jaune. C'est pas très malin. Il faut faire attention quand on répond à des questions, il faut peser le pour et le contre. Surtout, il avait un boulevard là, tout le monde. Mais il a un boulevard. Il a un boulevard. Il est en train de l'abandonner à Dupont-Aignan. Non, mais bon, je suppose qu'il est sous la pression justement de tout ce clan libéral et il ne veut pas apparaître comme le méchant, vilain petit canard de droite ou d'extrême droite. Et pourtant, c'est là. La seule solution, c'est par là. Sinon, il ne sert à rien. Il fait double, triple, quadruple emploi avec tous les autres. Benoît Kennedy, administrateur au Sénat et président de l'association d'amitié franco-coréenne, est depuis le dimanche 25 novembre 2018 placé en garde à vue. Votre éclairage sur cette étrange affaire? Bon, moi je veux bien le croire, mais je ne le crois pas. Mais je ne le crois pas, parce que c'est tout de même un petit peu gros à café. Ce malheureux était chargé des archives l'architecture, du patrimoine et des jardins. Donc, c'est pas un poste où ça donne accès à des renseignements particulièrement utiles en général, mais question subsidiaire pour répondre à votre question, et pourquoi on n'en fait pas autant pour tous les espions israéliens et américains qui cherchent à savoir nos petits secrets industriels et militaires. Ça, on n'entend jamais parler. Ah ben non, ah oui, je m'excuse, on est alliés. Et donc ça fait écho à Carlos Ghosn, qui est lui PDG de Renault en prison au Japon. Alors attendez, j'ai des petites informations là-dessus. Oui, bon, je peux déjà commencer à répondre à votre question. C'est effectivement une curieuse affaire. C'est une curieuse affaire parce que pourquoi est-ce que brusquement les Japonais ont décidé de lui faire harakiri? Qu'il soit pas blanc-blanc, je veux bien le croire. À la limite, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est le personnage. Bon, en résumé, il vient de passer un contrat faramineux avec Israël pour la construction d'une nouvelle voiture électrique. Et puis on ne pouvait pas le faire en France. Donc en fait, c'est de l'argent de Renault, français en principe, qui va servir aux Israéliens. Et moyennant quoi, puisque je ne retrouve pas mes notes, heureusement j'ai tout de même une bonne mémoire, il va recevoir un des plus hauts prix décernés à ceux qui aident Israël.
Voilà, donc personnage très intéressant, donc je vais franchement pas pleurer sur lui. Que pensez-vous de cette annonce? Selon le Figaro, l'exécutif a proposé de retirer du projet de budget 2019 deux amendements déposés par un député de la majorité et adoptés par l'Assemblée nationale qui visent à alléger l'impôt sur le revenu des propriétaires logeant des sans-abri. Donc au départ, il voulait une loi intéressante fiscalement pour les propriétaires qui accueilleraient des sans-abri, et finalement, j'ai bien ça sera compris. pas... Oui. C'est absolument scandaleux, parce qu'en fait, en résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors que cette loi a été votée, si j'ai bien compris, Elle a été adoptée. adoptée, elle a été adoptée, donc adoptée, ça veut dire votée. Bon. Le pouvoir revient en arrière d'une loi adoptée par le Parlement. Ouais, l'exécutif se mêle. Il se mêle, il contredit le vote des députés qui représentent les Français, quand même. Hein? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Eh bien non, les Français qui voudraient aider d'autres Français en les accueillant ne peuvent pas le faire, ou alors à leurs propres deniers, donc ils sont pas. Là, il n'y aura pas de subvention. Par contre, pour ceux qui accueillent des migrants, ça oui. Donc, mais vous vous rendez compte, ce pouvoir, c'est constamment la préférence étrangère contre la préférence nationale. Constamment, constamment, constamment. Alors, ce qu'il y a de gravissime là-dedans, c'est que le pouvoir use de son pouvoir, c'est le cas de le dire, contre une décision prise par l'Assemblée nationale. Votée à l'Assemblée nationale. Oui, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Il n'y a plus de... vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est le pouvoir, c'est la Macronie qui décide en dernier ressort. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Il faudra que je refasse une conférence probablement pour l'année prochaine pour revenir justement sur l'escroquerie de la démocratie. Après les vaccins imposés, non nécessaires et dangereux pour les bébés français, que pensez-vous de cette nouvelle perversité de la ministre juive de la Santé Agnès Buzyn? Elle vient de décréter que les préservatifs seront désormais remboursés sur prescription médicale pour aider à lutter contre le sida. Bon, eh bien, je suis content que vous posiez cette question parce que effectivement, j'ai ouï dire de la chose. Bon, ben, c'est toujours la même chose. Sous prétexte de lutter contre le sida, il y aurait peut-être d'autres moyens. C'est de ne pas faire la promotion de l'homosexualité, LGBT et compagnie. On pourrait commencer par là. Et on va faire payer en fait aux Français les galipettes d'un certain nombre d'entre eux. Que chacun assume ses conséquences. S'ils ne sont pas capables d'acheter des préservatifs pour se protéger, donc c'est les Français qui vont devoir payer pour la perversité de certains. Bon. Mais le plus beau derrière cette information, c'est que la ministre Agnès Buzyn, qui annonce que le remboursement ne se fera que pour une marque de préservatif. Il y a des intérêts derrière. Ah bon? Alors quels sont les petits copains qui fabriquent cette marque de préservatif? Je laisse ça à votre sagacité. On va essayer de creuser qui est derrière cette marque de préservatif dont on ne donne même pas le nom. Certainement de la famille. Alors je suppose que les médecins devront le savoir. Bon, moi je suis plus en activité, donc je ne le saurai pas. Non, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Les petits copains, et quand on cherche quels sont les petits copains, on retrouve toujours le même profil. J'ai rien dit. Selon le site Panamza, Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre de l'Intérieur, responsable de la non-intervention des militaires au Bataclan, est un vieil ami, plus de 30 ans d'amitié, du leader juif qui fut, lui, averti des attaques terroristes, le franco-israélien et communautariste, un fou furieux, nommé Jonathan Simon Selem. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'inspire beaucoup de bonnes choses. Oui. Ben, c'est la confirmation de ce que l'on subodorait déjà depuis longtemps, j'en ai déjà parlé à l'époque, justement, c'est que en fait tous ces attentats sont voulus, ce sont des crimes d'État. Ils savaient très bien ce qui allait se passer, soit parce qu'ils savaient que certains allaient le faire, soit parce que c'est l'État lui-même qui l'a fabriqué.
Et alors, je voudrais rappeler aussi le rôle du responsable militaire à l'époque, qui n'a pas voulu que l'armée intervienne, enfin, pas l'armée, que des militaires qui étaient à proximité du Bataclan interviennent. Oui, lui-même avait C'était des ordres. qui? C'était qui? Le général Pierre de Villiers. Ah bon, on en revient. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Quand on nous fait la publicité, en nous le présentant comme un sauveur éventuel, mais sauveur éventuel de qui? Des Gilets jaunes? De la France? Des Français? Ou du système? Du système. Une information qui confirme votre dernière conférence intitulée la judaïsation de la France. Le CRIF a obtenu du tribunal de grande instance de Paris que soit fermé le site Démocratie participative. Va-t-on vers une censure généralisée des sites internet? Ah, mais ça me semble absolument évident. Alors, c'est évidemment embêtant, mais en même temps, c'est intéressant de constater ça. C'est que le pouvoir, le système, appelez ça comme vous voudrez, se rend compte tout de même de la poussée à droite qu'il y a partout. Partout, que ce soit... D'ailleurs, les gilets jaunes sont comparés à des gilets bruns, ou on les appelle des... Ah, ça, j'ai pas vu, tiens. Je sais pas. Ouh là là. Oui, 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 oui. Et bon. On les traite d'antisémites. Donc, incontestablement, il y a, c'est ce que j'ai expliqué dans ma conférence, effectivement, la judaïsation de la France, de plus en plus la mainmise juive sur nos institutions. Il n'est plus question de pouvoir mettre en garde contre l'action d'une certaine fraction de juifs, parce que je ne les mets pas tous dans le même cas, dans le même sac quand même. Ce sont les institutions soi-disant représentatives des Juifs de France qu'il faut condamner. À commencer par le CRIF, par la LICRA et compagnie. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est empêcher toute parole qui met en garde contre les exactions des Juifs, que ce soit en France ou que ce soit en Palestine occupée. Donc, c'est tabou. Il ne faut pas en parler, sinon pampan. Et alors, en plus de ça, je ne sais pas s'il y aura une question là-dessus, mais je vais déjà en parler maintenant, c'est qu'il y a une loi en préparation en France qui va interdire que l'on puisse mettre en accusation Israël du fait de son occupation en Palestine occupée. Sous peine de très très lourdes amendes. Or, déjà aux États-Unis, s'il y a un projet de loi, donc encore une fois, le petit Macron s'aligne. Il y a une loi qui a été déposée par un juif. De toute façon, ce sera dans le prochain numéro de la politique, ça. Le petit Macron s'aligne. Il est question de peine financière jusqu'à $1 million et 20 ans de prison. Si on dit la vérité au sujet si d'Israël, on dit la vérité sur ce qui se passe, sur les exactions d'Israël contre les Palestiniens, et notamment la répression des Palestiniens qui manifestent à la frontière où l'armée israélienne tire avec les balles Marguerite. C'est bien Marguerite. Papillon. Ou papillon. Qui explose les os. Qui explose tout ce qui touche, que ce soit les membres, que ce soit les organes, etc. Donc ce sont des crimes de guerre, ce sont des crimes contre l'humanité. Et donc cette nouvelle loi, on peut dire c'est une nouvelle loi Fabius Guessot, quelque part. Ah oui, mais non, mais c'est pire que il faut pire que Guessot. C'est la prolongation. En fait, on va de prolongation en prolongation en prolongation pour bâillonner les Français. Les Français, les Américains, tout le monde. Et la dictature juive, il n'y a pas d'autre terme. La dernière édition de la Convention nationale du CRIF s'est tenue ce 18 novembre à Paris. Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur, a annoncé qu'il veillerait à faire sanctionner le boycott des produits israéliens. Donc on est toujours dans toujours dans la même chose. Bon, continuité. Donc ce que j'en pense, je voudrais observer une chose. D'abord, c'est que Laurent Nunez, d'après les renseignements que nous avons, est un juif d'origine algéroise. Oui, donc rien d'étonnant. Qui est l'adjoint actuellement de Castaner. Castaner, je n'ai pas de données spécifiques sur lui, mais bon, un sujet à creuser. Ouais, donc on est gouverné par ces gens-là. Voilà. Une fois de plus. Ou du moins Castaner a un rouge espagnol, non? Oh, tout au moins d'origine rouge espagnole, justement. Tout à fait. Comme Hidalgo, comme
et tutti quanti. Comme Valls. Un internaute vous a posé une question sur ce que vous pensiez d'Yvan Blot qui vient de décéder. Que pouvez-vous lui répondre? Et alors là, j'ai pris une note parce que c'est une question qui m'a été envoyée. Alors attendez, où est-ce que j'ai ça? Alors, j'ai connu Yvan Blot quand j'étais au Front National. Et ce qui est, je me rappelle d'ailleurs, c'était lors d'un congrès du Front National à La Baule. Ça remonte à quelques années, ça. Et il tombait des cordes. J'étais avec mon épouse en voiture et lui était venu par le train avec son épouse et nous avons eu la charité de les transporter. Et alors, Blot, bon, dès le départ, j'ai compris, gaulliste invétéré, certainement de près ou de loin franc-maçon, membre du GRES d'Alain de Bolois, donc pagano-athée, membre du club de l'horloge d'Henri de Lesquen, pour ne pas parler de lui, etc., qui dans la revue du catholique, entre guillemets, Bernard Anthony, qui s'appelle Reconquête, avait, au cours d'un article, écrit que le pouvoir ne reposait que sur le vote populaire. Donc, parfait démocrate, tout à fait dans la ligne de la maçonnerie, etc., Révolution française, etc. Donc en contradiction totale, évidemment, de ce que nous, nationalistes, prenons, que tout pouvoir vient de Dieu, nous ne sommes que des exécutants. Ce qu'ont été les rois de France, qui étaient les lieutenants de Dieu sur terre. Donc voilà, ces gens qui, aux yeux des mal informés, apparaissent comme étant des gens de droite, ne sont pas de droite. Ce sont des adorateurs des faux principes de la Révolution dite française. On n'a rien à faire avec ces gens-là. Très bien. Donc, paix à ses cendres. C'est tout ce qu'on peut dire. Dans ces dernières vidéos, Hervé Ryssen défend le juif Zemmour. Il établit un parallèle avec Nicolas Donin, ce juif qui aurait dénoncé les horreurs du Talmud et permis son autodafé sous Saint-Louis. Quel regard portez-vous sur Éric Zemmour et pensez-vous que ces allégations antimondialistes font de lui un nationaliste? Alors, certainement pas. D'ailleurs, je crois que j'en ai largement parlé dans ma dernière conférence, La judaïsation de la France. Alors, en résumé, il faudra rappeler que Zemmour, dans son livre Un destin français, faisait croire que la France, c'était Israël. Mais Israël, c'est la France. Saint-Louis, roi des Juifs. Et à un moment donné, il parle de Saint-Louis, le roi juif. C'est invraisemblable. Alors, c'est amusant parce que ça tombe pile avec le sujet de ma conférence de cet après-midi. Parce que je vais ressortir à ce sujet-là la liste de toutes les périodes auxquelles les rois de France ont été obligés de mettre les Juifs dehors. Alors dire qu'Israël, qu'Israël, ça a toujours été la France, il y a un petit problème là. C'est un trafiquant de l'histoire de France, le petit Zemmour. Ou que la France et Israël. L'Israël. Ah oui, tout à fait. Pour lui, c'est interchangeable, c'est la même chose. Et que de toute façon, je crois qu'à un moment donné, il dit que pour survivre, les deux doivent s'unir. Donc c'est tout à fait cette politique, justement, que l'on retrouvait avec cette tentative de Zemmour auprès du général de Villiers, au moment où Zemmour avait publié son livre « Un quinquennat pour rien ». Donc on retrouve toujours cette volonté de sionisation de nos milieux. Dans Rivarol, on peut lire, je crois que c'est Jérôme Bourbon qui a dû écrire ça, « Il fut un temps où les nationaux français avaient Drummond et Maurras pour guide. Aujourd'hui, ils ont le juif Zemmour, l'habitué des plateaux télé. Bref, autre temps, autre mœurs. »
Je donne entièrement raison à Jérôme Bourbon, pour une fois, parce que je n'ai pas toujours été très tendre avec lui, et pour cause. Et alors, je voudrais le saluer. Je vais le faire plus longuement, d'ailleurs, dans ma conférence de cet après-midi. Je voudrais le saluer, parce qu'il a eu le courage d'envoyer une lettre très dure à Hervé Ryssen, qui a basculé. On peut considérer que Ryssen est parti de l'autre côté. Donc, un texte très dur contre Hervé Ryssen du fait de son adulation de Zemmour. Et je remarque que Bourbon, dans le message que j'ai reçu, il ne l'a envoyé qu'à moi. Sans doute parce qu'il s'est rendu compte que dans le panorama politique de la droite aujourd'hui, j'étais le seul à pouvoir répercuter sa réaction. Ce que, bien entendu, je vais me faire le plaisir de faire. Donc je dirais bravo à Jérôme Bourbon qui a eu ce courage-là, je ne peux que le féliciter. Hervé Ryssen qui fait la une de Paris Et Match, voilà, j'allais y venir, bravo Dan, j'allais y venir, ben, c'est le prix de la trahison. mais alors comment un homme qui a écrit autant de livres Antisémite et qui a dénoncé, qui a fait tout un travail, comment peut-on basculer comme ça? Il s'est vendu. Non, mais... Il s'est vendu. Il n'est pas le premier. Non, c'est peut-être Pas le juste premier, son alors avis. là, le petit. Alors, Est-ce que c'est pas juste son avis sur Zemmour qui est erroné? Puis bon, comme je vous dis, comme il fait un parallèle avec Nicolas Donin, un juif qui a pu être utile à un moment. Oui, mais j'ai une autre information. C'est que dans son livre Les expériences planétariennes, il moquait les complotistes. Alors ça fait tout de même beaucoup de choses. Donc ce sont des petits clins d'œil qu'il fait à l'ennemi pour dire « oui, je ne suis pas si méchant que ça ». C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça que je dis bravo au Bourbon, il a parfaitement compris la duplicité de Ryssen. Et c'est ça qui est important. Alors, chose aussi intéressante à souligner, bon, je le redirai encore cet après-midi, mais je tiens déjà à le dire, c'est que j'ai, à la suite, bon, j'ai répondu à Bourbon suite au document qu'il m'avait envoyé contre Ryssen, et je lui ai, donc, j'ai eu la réponse que je lui ai faite, et 2 ou 3 jours après, je me suis dit, mais au fait, bon, est-ce que Bourbon a reçu une réponse de Ryssen? Donc j'ai écrit à Bourbon, il me dit non, j'ai toujours rien reçu. Nous n'avons jusqu'à présent comme réponse de Ryssen que la réponse qu'il a faite sur les ondes en disant qu'il n'avait voulu aux arabo-musulmans. Ah bon, aux arabo-musulmans? Bon, alors, j'ai été, je pense, le premier à mettre en garde contre Ryssen. Bourbon l'a fait avec son texte. Est-ce que Bourbon et moi sommes des arabo-musulmans? Non, j'ai pas compris oui. Ce qu'a voulu faire Ryssen. Non, mais Ryssen, il peut pas répondre. Il a fait une réponse aux arabo-musulmans. Oui, Ryssen ne peut pas répondre ni à Bourbon ni à moi. Donc il dit, ah oui, mais la réponse que je viens, c'était pour les arabo-musulmans. D'où ma moquerie. S'il ne répond qu'aux arabo-musulmans, alors Bourbon et moi sommes arabo-musulmans. Oui, c'est ça. Non, mais c'est une manière de vous répondre sans vous répondre. C'est une manière de répondre et il vote en touche. En touche. Il n'a même pas le courage d'assumer ce qu'il dit. Alors, autre duplicité également, peut-être la librairie Notre-Dame de France, de la Fraternité Saint-Pédis, qui a reçu Zemmour pour une séance de dédicace. Alors, première chose à signaler, c'est que la librairie nationale de librairie Notre-Dame de France et la librairie de la Fraternité Saint-Pédis, donc de Monseigneur Lefebvre, quand il était là, qui est actuellement, donc la librairie est actuellement entre les mains et sous la surveillance d'un certain abbé Toulza, dont j'ai déjà parlé dernièrement dans 1 ou 2 conférences. Donc voilà, cette librairie, au nom d'une structure qui se dit catholique tradie, qui ouvre les portes à un juif qui vient nous faire la publicité d'Israël. Et dans le même temps, cette librairie, sur les ordres de cet abbé Toulza, refuse de vendre mes livres, la maçonnerie, le complot mondialiste, le nationalisme français, etc., etc., etc. Oui, ils ont donc voilà, encore une fois, voilà ce que sont nos milieux aujourd'hui, à la fois sur le plan politique
et à la fois sur le plan religieux. Ces gens-là se font acheter. Alors, le problème, et ça, il n'y a pas que la librairie Notre-Dame de France. Je l'ai signalé, je crois, déjà dans ma dernière conférence, et je vais y revenir très régulièrement, parce qu'il faut que les gens sachent qu'ils n'ont pas intérêt à acheter leur livre là, il faut boycotter ces librairies. La librairie du Quai à Paris, qui est la librairie de l'entreprise de Chéret-Montreuil, la diffusion de la pensée française, sous la coupe de Jean Hougy et de François-Xavier d'Hautefeuille, qui en principe a pris la relève, qui est toujours sous la coupe de son beau-père. Avec la bénédiction de l'abbé Cottard de la fraternité Saint-Pédis, a aussi fait une journée de dédicace pour le livre de Zemmour. Judaïsation de la France. Donc, la fraternité, ces organes dits traditionnalistes, œuvrent à la judaïsation de la France. Et il y en a encore une, il y en a même plus. La librairie nationale de Thibaut de Chassé, qui lui aussi est dans l'orbite de la fraternité Saint-Pédis, a aussi fait une séance de dédicace. Et Renaissance catholique de Jean-Pierre Maugendre a aussi, chaque fois qu'il le peut, Et chez tous les cathos, il fait donc tous des cathos tradis en général. Donc, aussi. mais c'est à s'arracher. Bon, j'ai plus de problème. S'arracher les cheveux, j'ai plus de problème. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est la trahison. Ces gens-là, en fait, ne voient que leur chiffre d'affaires. Parce que du fait de la publicité qui est faite à Zemmour sur les ondes, d'ailleurs, ceux, justement, à quoi faisait allusion le texte de Bourbon, il disait qu'on ne vienne pas nous dire que Bourbon est diabolisé, etc. Sur Internet, on ne parle que de lui. De Zemmour est diabolisé. De Zemmour, on ne parle que de lui. Donc, c'est vraiment, ces structures ne pensent qu'à faire leur chiffre d'affaires, au détriment de la ligne politique et religieuse qu'ils sont censés défendre. Voilà ce que ça veut dire. Donc voilà pourquoi je dis boycott de ces librairies, de ces structures. Terminé maintenant. Et Barol, d'ailleurs, à ce sujet, a fait un... Achetez vos livres à Amazon, ce ne sera pas pire. Du coup, on en revient à infiltration, neutralisation... Ah ben bien entendu. Ah bon, une chose que j'ai oubliée peut-être, petit détail, c'est dans mon livre « Tradition ou révolution » qui concerne la fraternité Saint-Pédis, son évolution délétère. Il faut tout de même me rappeler que le responsable des finances de la fraternité Saint-Pédis est un juif, maître Maximilien Kra. Et ça, j'ai beau le dire sur tous les tons, il est toujours là. Hein, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas l'abbé Cottard, ça ne dérange pas l'abbé Toulza et compagnie. Alors, il faudrait arrêter tout de même. Marion Maréchal Le Pen a également reçu le juif Zemmour pour une conférence au sein de son académie. Elle a déclaré récemment devant le cercle Audace: la droite à laquelle j'aspire est celle à la confluence du judaïsme politique et de Netanyahou. J'ai vu, j'ai apprécié. Parce que ça confirme tellement tout ce que j'ai pu dire sur elle ces derniers temps, c'est magnifique. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Alors, tout à l'heure, au début de l'entretien, la question était venue justement sur cette promotion de sa cuvée 2018 ou 2019, je ne sais pas quoi, justement, où il y avait eu un référendum interne et ils avaient choisi comme patron de leur cuvée le général Loustono-Laco, réputé antisémite. Alors j'avoue que comme père de claque, sur sa jolie petite figure, c'est pas mal. Oui. Elle qui est sioniste, qui fait cette profession d'hypersionisme en se référant à ce criminel de guerre, Netanyahou, avoir dans son propre milieu des gens qui prennent pour nom, comme effigie, un général répudié par l'armée d'aujourd'hui pour antisémitisme, j'avoue qu'il y a de quoi rigoler. C'est par ignorance ou non? Vous ne savez pas? Ah non, pourquoi c'est une duplicité? Ça mourir de rire. L'inconséquence des gens, c'est incroyable. Il n'y a pas de ligne en fait, il n'y a pas de ligne. Rigueur. Il n'y a pas de ligne. Il y a une ligne. Non, il y a tout de même une ligne, parce que la ligne de Marion Maréchal Hauck est tout de même très très nette. Et je suis en train de terminer le livre de Roger Hauck, dans lequel il dit carrément qu'il a été agent du Mossad,
payés par le Mossad, qui payaient mieux que les services secrets français. On appelle de l'argent. Ils sont tenus. Ils sont tenus. Ils sont tenus. Et en plus de ça, le Rogéo, qui est un tout de même curieux personnage, c'est ce que j'appelle un viveur, c'est-à-dire le type qui aime bien vivre, qui a besoin d'argent, conquête féminine, attire l'arigot. Je ne vais pas lui reprocher, au moins il est normal celui-là. Enfin, quand même, c'est pas quelqu'un de sain au départ. Il avait une famille, et visiblement, d'après quand on lit entre les lignes de son bouquin, Marion est une enfant naturelle de Roger Houck. C'est pas un enfant de son ménage, je ne sais plus quel était le nom de son épouse officielle, mais c'est le fruit d'un de ces spermatozoïdes égarés quelque part. Pour en revenir sur le Rassemblement national, avez-vous entendu parler d'une sorte de délégation chargée de traquer les antisémites au sein Bien entendu, et savez-vous qui a lancé la chose? Non, un juif. Jean-Pierre Sulzer, bah voilà. que j'avais épinglé déjà depuis longtemps, quand j'étais encore au Front National, donc ça remonte à avant 93, avant 1993, j'ai déjà épinglé le bonhomme, je voyais très bien le travail pervers qu'il faisait au fond du Front National, en plein accord avec Jean-Marie Le Pen. Et bien c'est lui qui a pris le commandement de cette croisade antisémite au sein du mouvement national. Ben voyons. Passons aux questions à l'étranger. Avez-vous un mot sur l'émergence du parti populiste Vox qui a lieu en Andalousie, qui se développe en Andalousie? Alors, c'est intéressant. Qui se réclame du populisme. On n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus. Mais les peu de choses que j'ai pu trouver avant mon départ pour Paris, c'est tout de même intéressant. Bon, il est contre l'immigration. Et il ne veut pas que l'Espagne soit la porte ouverte, et pour l'Espagne et pour l'Europe, à toute l'immigration, etc. Donc il veut mettre un bon terme, donc c'est un espèce de Salvini. À peu près ça. Parmi ses slogans, c'est « Défendons la nation et la patrie ». Je n'y vois pas d'inconvénient. Quel est son nom? Vous l'avez, son nom, le leader du parti? Oui, Abascal. Abascal. Alors, Abascal, petite réserve, il va falloir que j'aille consulter la liste, vous voyez ce que je veux dire, la liste édictée par le Premier ministre espagnol, qui a été mis dehors dernièrement d'ailleurs, Abascal, un libéral, Mariano Rajoy, qui avait fait dresser une liste de tous les juifs qui avaient été expulsés d'Espagne du temps d'Isabelle la catholique, en disant, ben voilà, tous les descendants de ces familles peuvent faire valoir leurs droits pour redevenir espagnols. Bon. Et j'étais tombé sur cette liste un petit peu par curiosité, en me disant, ben, c'était l'époque où Manuel Valls sévissait et faisait tous les coups tordus contre nous. Et je m'étais dit, Valls, je savais déjà qu'il était d'origine juive des Baléares, qu'un de ses arrière-oncles, un rabbin, avait été brûlé pour cause de fausse conversion, donc un maran, un converso, comme on dit, un faux converso, enfin un vrai converso, mais faux converti. Et donc j'ai trouvé cette liste très intéressante que j'ai publiée, dont j'ai publié une partie, parce qu'elle est très très longue, dont j'ai publié une partie dans mon livre « L'armée française face à la destruction de la nation ». Et alors là on trouve les noms connus et qui nous intéressent, bon, Picasso bien entendu, Valls, Masse, la grand-mère maternelle de Macron, tac tac tac. Donc Abascal, je vais aller voir si ça figure. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire avant mon départ de Paris. Donc voilà, donc on va voir. Alors, est-ce que c'est un bon nationaliste espagnol qui est en passe de monter? Je l'espère. On va voir si, comme tant d'autres mouvements souverainistes en Europe, c'est pas aussi un sioniste.
Parce que alors là, ça change la donne. Quelle est votre analyse sur l'affaire de l'arraisonnement de bateaux militaires ukrainiens par la marine russe dans le détroit de Kerch, dans la mer d'Azov, proche de la Crimée? Eh bien, c'est toujours la même stratégie de l'Amérique sioniste. Ils essayent par tous les moyens de faire prendre patience à Vladimir Poutine, qui reste impassible, enfin, façon de parler tout de même. Donc, par l'intermédiaire de ce pitre de Porochenko, qui est vraiment l'homme des Américains, en Ukraine, à la suite de la révolution de Maïdan, qui est une révolution de Soros, Israël, les Américains, pour enlever dans l'orbite russe l'Ukraine, qui est tout de même le berceau de la Russie, religieusement, par l'orthodoxie, le berceau de la Russie. Donc, périodiquement, on se rend compte que les Américains essayent de faire perdre patience à Vladimir Poutine. Et le Porochenko était chargé d'envoyer des petits bateaux militaires dans les eaux territoriales russes, histoire de voir comment réagirait la Russie. Pas ça pas tardé, les bateaux se sont fait arraisonner, après des tirs de semonce, ils se sont fait arraisonner. Alors là, tout de suite, toujours la même chose, les médias occidentaux qui sont indignés contre le comportement inadmissible de la Russie, de Vladimir Poutine, comme s'il n'avait pas le droit de se défendre, parce que tout de même, quand on envoie des bateaux militaires dans les eaux territoriales, c'est pas une visite de courtoisie. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Alors, il y a aussi une raison à ça, c'est que c'était une façon de tester la capacité de réponse rapide des autorités russes et éventuellement de capter leur fréquence. Parce qu'on est en pleine guerre électronique aujourd'hui. Alors, bon, je sais que les Russes sont très très forts dans l'histoire de contre-mesures, ce qui explique pourquoi, brusquement, certains avions ont des problèmes, certains bateaux ont des problèmes, ils ne savent plus très bien où ils sont, plus très bien ce qu'ils vont faire. Donc elle est vraiment... La guerre prochaine sera, je l'espère, uniquement une guerre électronique, s'il y a guerre, parce que ça évitera peut-être la guerre atomique. Si les Russes arrivent à paralyser ses ennemis, nos ennemis, on passera peut-être en travers. Donc voilà, cette histoire concernant d'où est issue votre question, c'est ça qui est en jeu. Tester, chacun se teste, tac, tac, tac. D'accord. Le 14 novembre dernier, le CRIF a interpellé l'ambassadeur de Russie à propos des contenus haineux diffusés sur le réseau social VK, qui est un réseau social russe, selon lequel le CRIF ne peut pas admettre qu'en toute impunité, des néo-nazis ou extrémistes puissent utiliser un réseau social pour diffuser une propagande de haine et de mort. Cela ne confirme-t-il pas votre position, comme quoi le torchon brûle entre la Russie et Israël, et contrairement à ce que répand Pierre Hidard? C'est exactement ça, à chaque fois, mais c'est pour ça que je pose toujours la question, est-ce que Hillard lit l'actualité? Est-ce qu'il se tient au courant de l'actualité? C'est invraisemblable. Cet aveuglement qui semble être un aveuglement volontaire. C'est absolument incroyable. Alors que les Israéliens, le CRIF, oui, c'est la même chose, et se plaignent de certains contenus sur VK, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce que ils n'ont pas un contenu hostile à nous, à la Russie, etc., etc. Oui, c'est voilà. une bonne idée. Donc nous, on a tous les droits, enfin eux ont tous les droits, mais vous la bouclez. C'est ça la politique. Que pensez-vous du pacte mondial sur les migrations qui doit se tenir à Marrakech les 10 et 11 décembre prochains et qu'Emmanuel Macron va signer? Alors, là, effectivement, ça provoque
énorme émotion sur les réseaux sociaux, comme j'ai pu le constater. Alors, ça veut dire quoi ce truc-là? Eh bien, ça veut dire que l'immigration avec les bateaux, etc., etc., du fait de la position italienne, ça commence à devenir, ça risque de tarir l'immigration. Donc, cette histoire qui est mise en place, qui va être mise en place à Marrakech, vise à légaliser, à officialiser l'immigration. Et donc, il va y avoir des signatures des différents pays qui seront d'accord avec ça, donc qui seront prêts à accueillir chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, encore et encore et encore davantage d'immigrants, immigrés, ou appelez ça comme vous voudrez. Bon, alors, il est évident que Macron va signer des quatre fers. Main droite, main gauche, pied droit, pied gauche. Certain. Petite chose intéressante, mais disons que c'est lié aux événements, c'est la faute des Gilets jaunes, il ne va pas y aller. Il délègue quelqu'un. Ah, il veut rester près de son peuple. Donc voilà l'avenir pour nous, que nous concocte l'ONU, qui est entre les mains, bien entendu, de la puissance judéo-américaine. Vous m'aviez fait remarquer que d'ailleurs il n'y a pas de gilets jaunes en Italie. Exactement, pas de gilets jaunes en Italie, pas de gilets jaunes en Hongrie, comme c'est curieux, pas de gilets jaunes en Russie. Et pour cause. Voilà. Salvini, bon, l'Italie étant placée comme elle est placée, bon, il y a l'Espagne aussi, c'est vraiment un très bon endroit pour faire entrer les immigrés dans le sud de l'Europe. Bon, si Salvini bloque les routes, si Abascal en Espagne bloque les routes d'accès, donc il faut officialiser la chose pour la rendre obligatoire. C'est ça. Il reste, Marrakech, c'est ça. Il reste la France. Marrakech, c'est ça. Alors il y aura que la France, bien entendu, mais la France est un peu plus loin. Et puis la France, ça va péter. Parce que parmi les revendications de Gilets jaunes, il y a aussi les questions des migrants aussi. Oui, bien sûr, stopper l'immigration. Ils commencent à comprendre que l'argent qui est donné, rappelez-vous ce que j'ai dit au début de cet entretien, qui est donné et de plus en plus en quantité de plus en plus importante pour l'installation des migrants chez nous, c'est au détriment de la vie des Français, de la survie des Français. Je dis bien de la survie des Français. La fondation Open Society de George Soros a annoncé qu'elle allait cesser ses activités en Turquie. Quelle en est la raison? Pour une raison très simple, c'est que Erdogan les a fichus à la porte, comme Orban l'a fait, comme Poutine l'a fait bien entendu, et Erdogan avait dit que Soros ne cherchait qu'à déstabiliser les pays. Il a parfaitement compris. Et c'est ça qui est intéressant, même si Erdogan mène une politique impérialiste turque, parce qu'il rêve de recréer l'Empire turc, et que ça peut contredire les intérêts, par exemple, de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran. Néanmoins, dans ce jeu mortifère qui est en cause aujourd'hui, c'est tout de même un allié. Et Soros ne va certainement pas apprécier de se faire mettre à la porte. Donc, on ne peut que s'en réjouir. La mort de Bush père aux États-Unis est l'occasion de revenir sur ce sombre personnage. C'est seulement qu'on puisse dire. Bon, le plus connu de lui, c'est qu'il a été le responsable de la première guerre contre l'Irak, pour déstabiliser l'Irak et Saddam Hussein. Et là, je voudrais rappeler encore une chose que j'ai déjà évoquée, c'est que les Américains, franchement, ne sont pas reconnaissants. Parce que ce sont tout de même les Américains qui se sont servis de Saddam Hussein après la révolution de Mossadegh en Iran pour essayer de renverser les nationalismes iraniens. Parce que c'est ça qui s'est passé en Iran. Une révolte nationaliste, qui voulait récupérer les richesses du pétrole qui étaient confisquées par les Anglo-Américains. Donc, ils ont utilisé Saddam Hussein contre l'Iran, et l'histoire des gaz dont on nous parle aujourd'hui, ce sont les gaz que les Américains fournissaient à l'Irak contre l'Iran. Il doit y avoir quelques bons stocks encore dans la région. Donc, quand on accuse Bachar el-Assad d'utiliser le gaz, d'abord, c'est le contraire. Ce sont les forces soutenues par les Américains qui utilisent ces gaz.
Et ce sont les stocks américains. Alors, ce sont toujours ceux de l'époque ou est-ce qu'ils ont été réapprovisionnés, je n'en sais rien, mais je mets en accusation les États-Unis dans cette histoire de gaz. Bon, voilà. Donc Bush père, dont le fils a continué la politique d'ailleurs. Que pensez-vous, pour conclure, de la théorie... Ah oui, non, pardon, j'allais oublier un élément Bush. important d'information sur Bush. Il est aussi, accessoirement, un membre des Skull and Bones, c'est-à-dire la réminiscence des Illuminés de Bavière à l'université de Yale. Et tous les hauts responsables américains sont membres des Skull and Bones, quasiment tous. Et donc ça c'est une chose très importante parce que ça explique le comportement de ces gens-là, parce que c'est... Rappelez-vous que les Skull and Bones, réminiscence des Illuminés de Bavière, les Illuminés de Bavière avaient été fondés par un certain Weishaupt, juif, soi-disant converti, encore un. Donc vous voyez, alors il ne faut pas s'étonner, plus le biblisme américain, judéo-protestant américain, de l'appui constant des élites américaines à Israël. Vous voyez comment tout ça s'emboîte. Et donc, pour conclure, que pensez-vous de la théorie de Vilfredo Pareto au sujet des élites qui, une fois au pouvoir, deviennent décadentes et sont donc amenées à être remplacées? Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec cette déclaration, parce que, ou alors il est mal formulé. Parce que, alors à ce moment-là, on ne devrait jamais avoir d'élite au pouvoir. Bon, une élite, en général, une élite, c'est quelque chose de positif. Si, mais il parle de là comme d'un cycle. Oui. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Et dans l'histoire de l'humanité, on se rend compte que périodiquement, il y a des pouvoirs qui montent, qui se développent, qui s'installent. Alors, il y en a qui se développent et qui s'installent et qui font du bien à leur population. Et tout le monde ne peut que s'en féliciter, c'est une bonne élite. Et ça dure le temps que cette élite maintient la ligne des principes qui l'ont amené au pouvoir. Le jour, et c'est ce qui s'est passé avec la monarchie française, le jour où cette élite commence à ne plus respecter les principes qui l'ont amené au pouvoir pour le bien de leur peuple, eh bien, c'est le début de la décadence et ça va suivre. La Révolution dite française. Et ça, rappelez-vous comment je marque le début avec Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Donc ça, c'est une façon, un des aspects de la perception de l'élite. Et puis, il y a l'autre élite, qui est l'élite issue des faux principes de la Révolution dite française. Et rappelez-vous ma formule dans laquelle je dis que le propre des faux principes porte en eux-mêmes leur autodestruction. Donc, vous voyez pourquoi la formule de Pareto est incomplète. Il faut replacer ça dans le cadre historique avec telle démarche d'une certaine élite et telle démarche d'une certaine élite. Sinon, on ne comprend pas. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, très bien, et nous en avons terminé pour aujourd'hui. Merci Monsieur Plocarassac. Eh bien, merci à vous Diane. On fait un petit coucou à nos amis Jean et Eric. J'espère qu'Eric fait un bon dodo, qu'il récupère de ses fatigues et que notre ami Jean récupère de sa blessure. Victime de la République en marche.